En transférant le sommet France-Afrique au Kenya sous le nom d'Africa Forward, Emmanuel Macron voulait sans doute acter la fin de la France-Afrique. Mais à Nairobi, une séquence a tout embrasé. Le président français montant sur scène pour réclamer le silence à un public africain sur un ton jugé paternaliste, ajoutant à cela une autoproclamation surprenante en vrai panafricaniste et une attaque frontale contre la Russie colonisatrice. Alors, diplomatie du respect aux rechutes coloniales, aujourd'hui, dans le forum de ce dimanche, nous décryptons le fiasco de Nairobi. Emmanuel Macron a-t-il définitivement raté sa mutation africaine? Nous en parlons avec deux invités au plateau. J'ai le plaisir, disons même l'honneur d'accueillir Elmantio Godson. Grand maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans vos apparats pour le forum du jour. En tout cas, c'est un plaisir et c'est un honneur également d'être ici sur l'une des plus grandes chaînes africaines. Elmantio Godson est homme de connaissance, métaphysicien. Il sera en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, qui a bougé la semaine dernière, qui nous rejoint aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous annoncer Son Excellence Sagoyou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos téléspectateurs et mes excuses pour avoir été absent la dernière fois. Je suis de retour et la vie continue. De mieux en mieux en forme, voilà. Dieu merci. Les fidèles téléspectateurs qui sont au rendez-vous de la seconde maître, comme ils aiment bien l'appeler, ils peuvent contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp essentiellement, plus 228 96 08 43 43. Devant ma tablette, envoyez vos contributions, je me ferai le plaisir de les relayer dans la seconde partie de cette émission. Et puis, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de commenter cette émission. Que vous soyez d'accord avec nous ou pas, likez cette émission pour nous protéger et abonnez-vous à notre chaîne, à notre page, si ce n'est pas encore fait. Alors, retour au studio. Je commence avec vous, une fois n'est pas coutume, Sagoyou Kegewe. En changeant de dénomination pour passer de sommet Afrique-France à Afrique Forward, tenu dans un pays anglophone pour la première fois, le Kenya, la France a tenté de donner une nouvelle orientation à ses relations avec l'Afrique. Alors, cette opération de relooking a-t-elle réussi? Pourquoi la France, d'abord, tient-elle tant à garder pied en Afrique, Sagoyou Kegewe? Sans l'Afrique, la France va mourir de faim. Elle est déjà en train de mourir de faim. Juste parce qu'il y a 3 pays qui ont dit ça suffit. Excellence, vous ne pouvez pas dire que la France meurt de faim. Laisse-moi parler. Si tu veux répondre à tes propres questions, je te laisse. Tu fais question-réponse, j'applaudis et on continue. J'assure la modération de la parole. Voilà, donc, pour corriger les la France, outrances. Écoute, réfléchis bien. Oui. Les pays européens, ils sont combien? On parle des 27 Européens et tous ces 27 Européens ont chacun eu un passé colonial. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont eu tous un passé colonial. Est-ce que tu as vu le Danemark, la Suède, tu as vu l'Allemagne, tu as vu la Belgique qui s'agite à coups de champ, tu as vu l'Espagne, il n'y avait pas plus grand colonisateur que l'Espagne. Le Portugal, est-ce que tu les as jamais vus? Parce que ces pays arrivent à vivre tant bien que mal de leurs efforts, de leur travail, alors que la France, ce n'est pas possible. Donc, sans l'Afrique, ce pays ne tient pas. Tout le monde le sait. Et celui qui le sait le plus, c'est celui qui s'agite le plus. Alors, le relooking ou la nouvelle dénomination, mais on veut changer quoi? Si vraiment le président français Macron veut rendre service à l'Afrique, le seul moyen de le faire, c'est qu'il cesse de parler de l'Afrique. Qui l'a mandaté pour ça? Est-ce que c'est les Nations Unies qui ont fait un vote pour dire à Macron, bon écoute, tu dois spécialement t'occuper de l'Afrique? En quoi quelqu'un doit s'occuper de 30 États africains? En quoi? C'est des bébés? Est-ce qu'il les allait? Dis-moi concrètement, il cherche quoi dans cette affaire? Donc, il n'y a pas de relooking. Il est allé à Nairobi pour montrer encore plus d'arrogance, plus de suffisance, réclamer plus de soumission de la part des herbivores. Tu sais, ça m'a fait rire. Quand on parle d'herbivores et de carnivores,
il n'y a pas un meilleur pays pour illustrer ça que le Kenya. Tu connais le Kenya? Mais c'est un très grand et très beau pays avec les plus grands parcs animaliers parmi les plus riches du monde. Et effectivement, là-bas, c'est la lutte quotidienne entre les carnivores et les herbivores. La lutte est quotidienne. Alors, un carnivore a rassemblé 30 herbivores et il les grondait comme des enfants. Lui seul, le carnivore. Mais comment l'Afrique peut accepter tomber aussi bas? Comment ça arrive? Comment nous en sommes arrivés là? Dis-moi concrètement, comment on en est arrivé là? On va aborder Qu'un carnivore arrive à terroriser 30 herbivores et à raconter des mensonges tellement ignobles qu'on se demande, mais ou bien il est fou, ou bien il prend tous ceux qui étaient dans la salle comme des fous. Ce que vous appelez mensonge, on va y revenir détail par détail, le temps de donner la parole à Elivancio Godson. Ce que l'a dit, la plupart des pays qui ont colonisé l'Afrique se sont retirés, l'Espagne, le Portugal, dans une certaine mesure l'Allemagne, même l'Angleterre. Elivancio Godson, comment se fait-il que la France a du mal à couper le cordon avec l'Afrique? D'abord, il faut me permettre de faire trois petits points. Oui. D'accord. J'aimerais demander pardon à tous les Africains, surtout à tous les Africains panafricanistes, parce que nous aurons encore, je pense, quelques mois pour nous infliger un individu très affligeant qui, avec ses clowneries internationales, une personnalité à la Tintin au Kenya, qui fait la pluie et le beau temps pour lui-même et qui constitue pour nous aujourd'hui, une situation de discussion qui n'en vaut pas la peine. Parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire que de nous occuper de ce monsieur. Deuxièmement, j'aimerais quand même dire à Emmanuel Macron une chose très importante. Laisse-nous tranquilles. Colle-nous la paix. Quitte notre continent. Ça suffit. Je pense que Ibrahim Traoré l'avait annoncé entre-temps en disant qu'il s'occupe de ses oignons. Et je pense que l'heure a sonné pour que les Africains commencent à dire à Emmanuel Macron partout où il passe, va t'occuper de tes oignons. Il y a beaucoup de problèmes en France. Plus même que dans nos pays à nous, il faut qu'il aille s'en occuper. Troisième chose, j'aimerais m'adresser un peu à nos chefs d'État. Vous savez, dans notre tradition africaine, moi je suis métaphysicien, dans notre tradition africaine, il existe quand même cette culture de la honte. Nous, on a honte. Quand tu as honte, tu sais te tenir en société. Nous avons là un individu éhonté parce que ce qu'il fait ne l'indispose pas, ne le met pas mal à l'aise. Il est comme ça. Et quand je vois nos chefs d'État qui jouent également à cette comédie internationale pour un individu de cette envergure, comme si on était encore justement au temps colonial, je pense qu'à un moment donné, on va se dire que la honte finira par avoir honte de la honte elle-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir sagesse garder et faire les choses en tant qu'homme de sagesse. Ceci étant dit, voilà, pour répondre à la question que tu as posée, pourquoi les autres ont coupé leur cordon ombilical? Je veux répondre d'abord sur la question posée à l'aîné, et ça m'intéresse bien d'y revenir. Il faut savoir une chose. Le sommet de Africa Forward au Kenya a révélé avec succès 3 éléments essentiels de la personnalité de Macron. Si on peut parler de réussite, c'est en cela que cela a réussi à ouvrir une fois de plus les yeux aux Africains. Parce que souvent, on analyse les événements, mais on n'analyse pas la personnalité psychique de l'individu en jeu.
Et ce que je dis, je le dis avec preuve, je vais le prouver. Premièrement, j'ai remarqué que Macron souffre de ce qu'on appelle dans le domaine médical un TSPT, c'est-à-dire un trouble de stress post-traumatique. Et vous n'êtes pas médecin. Je vais vous le dire tout de suite. Il souffre de ça parce que c'est lui-même qui le dit. Il prend la parole devant 3 journalistes et il annonce effectivement que le retrait de ces 3 pays qui choisissent de devenir indépendants, la façon dont ces 3 pays ont chassé, n'est-ce pas, les bases militaires françaises, il dit que ça lui a fait mal et que c'est quelque chose qui ne lui passe pas. Et qu'on a oublié de lui dire merci. Vous vous rappelez, il a toujours chanté ça à tuer, à corps et à cri. Ça veut dire que quelque part, il a des reviviscences, il a des flashbacks et il est blessé en lui-même et certaines choses ne lui passent pas. Et quand un colon est comme ça, quand un impérialiste est comme ça, il cherche forcément à se venger. En fait, Macron, ce n'est pas lui seul, il est l'interface d'un ensemble de systémiques d'individus mafieux terroristes, des personnes qui se proclament maîtres du monde et qui veulent mettre la main sur les pays qu'ils disent, qu'ils nomment fragiles et nos ressources à nous. Donc Macron lui-même, c'est juste une interface. Et quand je le regarde, je dis celui-là, pour arriver chez l'aîné, il a un problème. D'accord? Quand on l'analyse bien, il a un problème. Il souffre de ce que je viens d'appeler le trouble de stress post-traumatique. Deuxième chose que je remarque, c'est que vous constaterez que dans sa déclaration, il va jusqu'à dire qu'il est un vrai panafricaniste. Oui, en résumé. On va le développer tout à l'heure. Oui, en fait, je ne veux pas le développer, je veux juste dire que ça fait partie justement des comportements traumatiques. Voilà quelqu'un qui cherche par l'évitement à se proclamer ce qu'il n'est pas pour éviter qu'on l'indexe sur ce qu'il est fondamentalement. Et ça également, ce n'est pas passé inaperçu, parce que c'est visible pour nous. Et l'autre chose qu'il faut remarquer sur la personnalité de Macron, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il ne va absolument jamais démordre du fait que nous avons choisi d'être souverains. Parce que nous avons ce que nous appelons une mémoire. Nous avons une histoire mémorielle qui fait que tant que la France et l'Afrique ne règlent pas ce problème mémoriel, tant que, par exemple, aux Nations Unies, la France dit « je ne condamne pas l'esclavage », parce que, bon, peut-être, je ne trouve pas de raison de condamner l'esclavage, ça veut dire que la France reconnaît que l'esclavage n'est pas en soi une mauvaise chose, que c'est une envergure civilisationnelle donnée à l'Afrique. Donc ce mémoriel fait que la France agira toujours à travers Macron à l'endroit des Africains comme un paternaliste, comme un méprisant. Pourquoi les autres ont réussi à effacer ce mémoriel et que la France continue s'agripper mordicus à ce que vous appelez mémoriel? Parce que la France et les autorités françaises sont des paresseux. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne veulent pas se prendre en charge pour faire un travail sur eux-mêmes afin de pouvoir transformer leur passé paternaliste et se mettre dans une disposition assertive et entretenir des relations gagnant-gagnant. Vous savez, c'est comme une relation de couple. Vous vous séparez avec une femme, d'une femme ou d'un homme et l'autre, ça ne lui passe pas. Ça ne lui passe pas parce que l'autre n'arrive pas à passer le cap. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la France. La France n'arrive pas à passer le cap, à lâcher prise sur cette mémoire de ce que ses ancêtres ou ses passés lui ont laissé. Et il se retrouve toujours en train d'exécuter un programme qui ne lui passe pas. Et ce programme, pour pouvoir le maintenir, il nécessite naturellement qu'il entretienne des réseaux de terrorisme, des réseaux mafieux, afin de pouvoir asseoir son autorité. Et c'est ce que Macron fait. Parce que si on n'analyse pas la personnalité de l'individu, on ne voit pas derrière cette personnalité un ensemble de multipersonnalités qui revendiquent un statut, lequel statut est caché derrière des actes que l'on veut poser et qu'on estime être des actes de relations. Au Kenya, par exemple, pour finir, quand vous parlez de relooking, d'accord, c'est comme une sauce. Hein. Quand vous avez de la sauce d'aujourd'hui,
vous savez que c'est de la sauce d'aujourd'hui. Mais quand vous mangez chez quelqu'un, vous voyez la sauce d'hier, même quand vous goûtez ça, vous sentez que c'est la sauce d'hier. Il suffit de goûter, vous savez que ça devient plus salé, les éléments sont dégradants, mais c'est la sauce d'hier et d'avant-hier. Donc, Macron ne fait que nous servir la sauce d'il y a un siècle dans une nouvelle version. Ça ne marchera pas parce que l'Africain a pris goût à autre chose, a pris goût à la souveraineté. Voilà l'élément fondamental. Oui, Monsieur Godson. Alors, Excellence Ogoyou Kigewe, à Nairobi, Emmanuel Macron s'est défini comme un vrai panafricaniste qui œuvre pour la souveraineté économique de l'Afrique plutôt que pour sa dépendance aux aides. Alors, s'attribuer ce label historiquement forgé contre l'impérialisme occidental, n'est-ce pas une maladresse sémantique ou une provocation pour l'opinion africaine? Non, comme l'a dit Godson, c'est un monsieur qui a été vacciné contre la honte. Quand on fait les bébés, on les vaccine contre la diphtérie, contre la polio, on les vaccine contre... Macron est vacciné contre la honte. Donc tout chez lui est possible. C'est comme un de nos messieurs qui sait qu'on peut faire tout et son contraire. C'est normal. Mais bon, maintenant, intéressons-nous à ce qu'il a fait. Oui, oui. Alors, il se dit... Tu te rappelles, il y a une histoire, un conte là, où le loup s'est déguisé en vieille femme, jouant aux malades, juste pour attraper la petite fille qui viendrait la saluer. Voilà le rôle de Macron. Alors, il se déguise en panafricaniste dans l'espoir d'attraper tous les gogos qui passent par là. Mais quel gogo peut se faire attraper par la vieille déguisée, le loup déguisé en vieille femme malade? Qui? Alors, c'est le même Emmanuel Macron qui paye toute une myriade d'aventuriers pour insulter à longueur de journée ce qu'ils appellent les panafricains. Alors, il court aujourd'hui à Nairobi, tambour battant, pour se proclamer le chef des panafricains. Qu'est-ce que toi tu vois dedans? C'est lui, il paye. Tu les connais, va sur les réseaux, les panafricains, les ceci, les vendus, les machins. Et aujourd'hui, il y a un complexe où il aimerait être à la place de ceux-là qu'il vilipende. Aujourd'hui, on voit que Macron aurait aimé être à la place de Ibrahim Traoré, être à la place du général Tiani, être à la place du président Assimi Goïta, qui sont admirés pour leur combat pour la cause de l'Afrique. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Il exerce du terrorisme. Tu t'imagines, Gilles, pendant que tu as mobilisé 15 000 ou 12 000 mercenaires, hein, en train de tuer des gens gratuitement au Mali, tu cours à Nairobi parce qu'il se dit que Nairobi, Bamako, c'est très loin, et il se dit que les Kenyans, certainement, et les autres n'ont pas la mémoire. Ils ne savent pas que pendant qu'ils jouent au one-man show panafricain, ces mercenaires et ces nazis ukrainiens sont en train de semer la terreur au Mali. Ils n'ont pas accepté cette accusation. Hein. Vous voyez la façon dont il s'en est pris au journaliste Georges Malbruno qui a révélé cette affaire. Alors tu prends Georges Malbruno pour un idiot ou c'est moi qui suis l'idiot? Hein? C'est Malbruno qui est idiot ou bien c'est moi qui suis idiot? Donc écoutez, maintenant tu es en train de tuer des gens à la chaîne et tu cours à Nairobi, tu dis que lui tu veux un changement, l'Afrique gagnant. Mais gagnant quoi? Toi, tu gagnes avec les terroristes. Et ce qu'on ne sait pas, le Kenya, le pauvre, est-ce que le Kenya sait que s'il avait eu la malchance d'être un pays francophone, Macron aurait déjà trouvé un imam Diko, un Azawadien, comment tu l'appelles le bandit qui circule soi-disant... Il s'appelle quoi? Omar Mariko. Mariko. Si le Kenya était un pays francophone, la France aurait trouvé des chiens comme ça pour en faire des sécessionneurs, des rebelles, ils vont faire la démocratie. Mais il fallait que le président kenyan rappelle à Emmanuel Macron que le Kenya aussi fait face au terrorisme avec les Chebab, comment tu l'appelles, somaliens, qui viennent jusqu'à Nairobi pour faire des attentats. Mais comme il a la chance de ne pas être un pays francophone, sinon,
tous ceux qui font attentat à Nairobi, on les aurait invités à Paris sur les médias pour vanter leur combat pour la liberté, pour la démocratie. Donc, le président kenyan, heureusement, il a eu à dire que désormais, personne ne les volera. Il l'a dit avec insistance. Donc, il ne faut pas que Emmanuel Macron croie que le Kenya est aussi loin du Mali et on ne sait pas qu'il est un prédateur, qu'il est un loup dangereux déguisé en vieille femme afin d'attraper et de violer les petites filles. Il ne faut pas qu'il oublie ça. D'ailleurs, pendant qu'il tombait la veste pour faire le one-man show de la manière la plus médiocre possible, c'est-à-dire qu'en matière même de comédie, son ami Zelensky fait un peu mieux que ça. Alors, pour faire le one-man show, mais la rue à Nairobi était en train de lui rappeler que ta comédie, ça ne passe pas. Tu peux faire ce zinzin avec tes 30 herbivores dans la salle là-bas, mais nous, en tant que peuple africain kenyan, nous te disons de mettre fin à ce cinéma. Un cinéma de mauvais goût, mortifère. 12 000 tueurs à ta solde sont en train de massacrer les gens au Mali. Et tu ne vas pas venir ici à Nairobi pour nous dire que tu aimes les Africains et que tu veux faire des partenariats gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on gagne avec toi? À part les terroristes, qu'est-ce qu'on peut gagner avec la France aujourd'hui? Oui, Excellence, on va donner la parole à Elmancio Gasson pour un moment. Peut-être que Jomo Kenyatta se serait retourné dans sa tombe. Hein. Macron se dit vrai panafricaniste. Je voudrais qu'on creuse un peu ce concept. Pour vous, qu'est-ce qu'un panafricaniste? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce concept? Alors, il faut dire que quand je l'ai entendu dire cela, cela m'a fait penser de façon drôle à une image qui m'est apparue dans la tête. Je me suis dit, peut-être que le pape actuel va commencer par dire qu'il est un Hungan et qu'il s'appelle Hungan Peperipe. Et donc, ou que... il serait le grand imam d'Iko. Il serait le grand, peut-être le grand imam par exemple. En fait, Emmanuel Macron pense que le panafricanisme est ce que je pourrais appeler un effet de mode. Il pense que, bon, oui, les gentils Africains sont un peu fâchés, ils sont en train de revendiquer des petits trucs. Ils sont manipulés par les Russes, ils ne sont pas intelligents. Et voilà, bon, je vais rentrer parmi eux, justement comme un loup déguisé en agneau. Bon, je vais faire comme on avait l'habitude de faire. Et puis, voilà, ça passe sous silence. Parce que c'est toujours comme ça qu'ils avaient fonctionné. Aujourd'hui, il ne réalise pas encore. Il est dans le déni. Il n'a pas encore réalisé que les choses ont vraiment drastiquement changé. Parce que voilà un sommet avec des sommettistes que j'appelle les chefs d'État de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et le monsieur, il est occidental, il est européen, il est sur une terre africaine. Il y a une grande cérémonie, un grand forum, un grand sommet. Il y a un maître de cérémonie. Mais lui, il se lève de son propre chef. Il se lève. Il va, il prend le micro à la dame. Pendant qu'il avançait, la dame dit, mais ce n'est pas encore votre tour. Et il veut déjà parler. Vous voyez, il y avait déjà un manque de respect. Ouais. Il se lève, il est président, il prend le micro, je dirais, il arrache le micro d'autorité et il se met à dire, hey guy. À moins qu'il soit devenu un DJ, peut-être que s'il est en train de devenir, je trouve que c'est très malsain, d'accord? C'est très méprisant. Et c'est ce que je dis, c'est un individu psychotique. Il faut l'analyser en analysant les comportements traumatiques dont il fait étalage. Pour revenir à la question posée, lorsqu'on parle du panafricanisme, il ne faut pas oublier le fondement essentiel du panafricanisme. C'est l'identité fondamentale. Chaque peuple a une identité fondamentale. Et donc, le peuple africain décide d'exprimer son identité fondamentale à travers ce qu'on appelle un ensemble de mécanismes, comme par exemple une idéologie qu'est le panafricanisme. Donc le panafricanisme n'est pas un simple concept. Vous savez, entre l'Occident et l'Africain, les Occidentaux fabriquent facilement les concepts. Des concepts qui ne tiennent à rien, comme on fabrique le dollar à partir de rien.
Et donc, ils fabriquent facilement des concepts. Et pour eux, un concept peut fabriquer de rien du tout. Et on peut manipuler le concept. Mais en Afrique, nous fonctionnons sur ce que nous sommes. Donc, le panafricanisme est basé sur l'identité fondamentale. C'est l'expression idéologique, c'est l'expression comportementale, c'est l'expression culturelle d'un peuple qui veut donc s'exprimer. Or, quand vous prenez Macron, il n'est pas d'identité fondamentale africaine. C'est quoi l'identité fondamentale africaine et en quoi nous sommes différents des autres? Voilà. Oui. Voilà. Il faut savoir une chose. Chaque peuple a une façon particulière d'appréhender la réalité, d'appréhender son rapport avec le spirituel, avec le divin. On appelle ça, disons, le paradigme culturel de chaque peuple. Le peuple africain, qui est le peuple de la mélanine, est un peuple dont le mental est codifié pour appréhender d'abord les choses dans leur dimension symbolique, c'est-à-dire parabolique, du coup dans leur dimension sacrée, avant de les appréhender dans une dimension réflexive. Ce qui veut dire que si vous remontez à l'Égypte antique, à notre tradition ancestrale, on dit par exemple que tout existant préexiste à sa propre existence. C'est le concept primordial du Nun. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque tu énonces un concept, ce concept ne peut pas provenir de rien. Ce concept doit être adossé, disons, à une dimension viventielle, à quelque chose de vivant. Du coup, nous sommes un peuple, notre esprit reconnaît le sacré des choses avant leur expression. Par exemple, vous ne pouvez pas vous lever. Vous allez voir que les autres chefs d'État ne s'étaient pas levés. Parce que la parole est sacrée chez nous. Vous ne pouvez pas vous lever n'importe comment dans une maison et prendre la parole n'importe comment. Parce que nous avons une dimension du sacré des choses. Ce qui se meurt aujourd'hui en Occident, c'est que l'Occident ne voit plus rien de sacré. Le sacré n'existe plus pour l'Occident. Donc vous voulez dire que l'Africain est plus connecté naturellement au divin, au sacré, plus que les autres? L'Africain est connecté aux principes fondamentaux de la nature à partir desquels il s'exprime et exprime ses concepts, sa vie, dans une perspective d'unité entre lui, la nature et le cosmos. Oui, non, il finit et puis... Il s'exprime de cette façon parce que c'est le tout lui, la sincérité, l'honnêteté, c'est le tout lui qui s'exprime. Donc les choses ont une dimension symbolique pour lui avant d'avoir une dimension de réflexion. C'est ce qui fait croire aux gens que l'Africain, de façon générale, soit prend du temps à réfléchir ou ne réfléchit pas, mais parce que l'Africain ressent les choses de façon intuitive avant de chercher le canal par lequel il l'exprime sans se déconnecter de la dimension du sacré de la chose. Alors que les autres peuples ne fonctionnent pas forcément de cette façon. Les autres peuples ont une dimension qui attaque directement par la raison. L'autre dira, par exemple, disons, je pense donc je suis, ce qui est complètement faux dans le paradigme africain. C'est parce que je suis que je pense. Vous voyez, déjà, il y a une inversion dans la donne métaphysique. Quand je pense, et c'est là que je suis, je tombe dans le matérialisme. Je tombe tout simplement dans le fait qu'il n'y a pas une réalité préexistante à ma dimension personnelle. Et donc, je peux inventer l'homosexualité, je peux inventer n'importe quel autre concept, pourvu que j'estime que c'est de droit que je le fais. Ce qui ne relève pas du paradigme africain. Donc, si nous devons tout simplement comprendre le panafricanisme, on ne peut pas le comprendre en dehors de l'identité fondamentale africaine et on ne peut pas gagner un combat en dehors de l'identité fondamentale qui prône les valeurs universelles, mais à travers notre dimension paradigmatique. D'accord. J'ai d'autres questions sur le sujet, mais je donne la parole à Son Excellence sur la question. Du panafricanisme de Macron. Où je voudrais vous Oui, mais attends. Le type, le panafricanisme, il a voulu le mettre dans la fange, dans la boue. C'est tout. En préparation de mettre le panafricanisme dans la boue, à la veille de Nairobi, qu'est-ce qu'on a fait? Il a invité à l'Élysée des panafricanistes made by Macron. C'est-à-dire qu'une bande de femmes, c'est mes soeurs, hein, j'ai pitié d'elles, hein, parce que Macron sait qu'elles ne comprennent rien.
Tu comprends? Tu vois une Amonchique qui regarde Macron comme si elle était devant Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on sait qu'elle ne comprend rien, absolument rien. Celle-là, elle fait des émissions sur les slips, les strings, qui a cherché la femme de qui? Disons, un coach matrimonial. Coach matrimonial, voilà. Mais elle est chargée aujourd'hui de, soi-disant, soigner l'image de la France. Tu connais quelqu'un qui n'aimait pas Macron et qui va commencer à l'aimer parce que Amonchique parle du bien de Macron? Au contraire, ça donne la nausée. Alors, on les a invités à chose. Au fait, c'était pour célébrer la chute de Assimi Goïta qu'on les a invités. Mais Assimi Goïta n'est pas tombé. Alors, ils se sont rapidement, ils ont inversé leur discours parce qu'ils ont réussi malheureusement à tuer un général de valeur. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, que c'est plutôt Assimi Goïta ou ses partisans qui ont tué le général. Et la bande à Monchique et les autres sont chargés d'annoncer ces conneries que des services soi-disant spéciaux complètement débiles écrivent et on leur donne à lire, ne sachant pas que ceux qui écoutent sont de loin plus intelligents que ceux qui débitent ces âneries. Donc, le panafricanisme de Macron, c'est une façon de détruire, il se détruit lui-même. Donc, il ne sait même pas ce que c'est que le panafricanisme. Il ne sait pas. Il ne sait pas de quoi il parle, le pauvre. Je te dis qu'il a envie d'être Ibrahim Traoré. On peut demander à Ibrahim Traoré de le nommer conseiller. Ça va le rendre moins frustré. Hein? Il va jouer au moins un rôle positif dans sa vie une fois avant de quitter le pouvoir. Donc, ils étaient là, ils organisent le massacre à Bamako et ils font les grands sauveurs à Nairobi. Et je dis que ce panafricanisme à géométrie variable, où on prend l'Africain comme l'être n'existant pas, et tu dis il va changer. Il a changé quoi? Il est allé plutôt montrer que son colonialisme devient encore plus arrogant envers les Noirs. Regarde cette fable d'initiative franco-mexicaine dans laquelle il semble qu'il y a 9 pays africains qui se sont précipités. Tu sais, au fait, comment on l'appelle, Gilles, tu sais ce que c'est que cette initiative? C'est pour mettre fin au droit de veto. Tu sais pourquoi la France veut mettre fin au droit de veto? Parce qu'il est question aujourd'hui que des pays africains aient le droit de veto. Mais Macron, il est intelligent, il anticipe. On ne peut pas laisser les Noirs venir avoir le droit de veto et défendre leurs intérêts contre le pillage, la prédation, le vol, le banditisme et la crapulerie de la France en Afrique. Donc, il le fait. Et il se fait aider par qui? Par des États africains. Et tu sais à quoi ça sert aussi de torpiller le droit de veto? Désormais, ils peuvent aller dire « Ah, Ibrahim Traoré a tué des civils. Bon, on va aller l'arrêter. » On dit droit de veto. On dit non, il n'y a plus de droit de veto. On a décidé, la France a décidé, on doit l'arrêter. C'est pour encore asservir les Africains. Voilà les changements que Macron veut apporter dans ses relations avec l'Afrique. Et quand on me dit qu'il y a 9 pays africains qui ont adhéré à cette association de moutons, j'ai dit, mais ces gens-là, ces chefs d'État qui ont adhéré, ils n'ont pas de conseiller diplomatique, ils n'ont pas de conseiller, disons, historique, ils n'ont pas de conseiller, comment on appelle, pour leur dire le piège qu'on est en train de leur tendre. La France était le porte-plume de l'Afrique. Elle est en train de perdre tout ça. Il faut toujours trouver d'autres formules pour embrigader, pour entortiller les Africains. Et on me dit que 9 pays tout entiers ont accepté de tomber dans la forfaiture pour que la France continue à couillonner les gens. Je dis, mais la France n'a qu'à nous laisser tranquilles. Le plus grand service que Macron puisse rendre à l'Afrique, c'est de cesser de parler de l'Afrique. C'est compris. Mansour Gassoul, je voudrais revenir à votre concept d'identité fondamentale qui devait être pour moi le soubassement du panafricanisme. Ma question, est-ce que les Africains sont conscients de leur identité? Est-ce qu'ils connaissent leur identité? La question est un peu difficile, mais je vais tenter de vous répondre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous, Africains, nous avons subi, et beaucoup d'Africains, pour rejoindre l'aîné, beaucoup d'Africains aujourd'hui sans s'en rendre compte, et surtout même les chefs d'État et ceux qui ont vécu en Occident ou ceux qui ont trempé dans la culture occidentale en oubliant complètement leur propre tradition fondamentale,
beaucoup de personnes sont devenues aujourd'hui des aliénés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souffrent d'aliénation identitaire. Parce que, je donne un exemple, quand vous allez par exemple chez un occidental, c'est normal que quand il vous reçoit, il vous donne de l'alcool. C'est normal, parce que c'est sa culture. Par contre, en Afrique, lorsque vous rentrez chez quelqu'un, la première chose qu'on vous donne, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Au fait, cela n'a l'air de rien du tout, mais c'est là justement la clé. Parce que la conscience de l'homme n'est pas quelque chose de matériel. Elle s'exprime de façon objective à travers un corps, mais au même moment, la conscience transcende le corps. C'est la raison pour laquelle les symboles nous parlent. Quand on dit lever de drapeau, ça signifie beaucoup pour nous. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Vous voyez, on dit l'hymne national, les armoiries, ça a de la valeur pour nous. Aujourd'hui, Sadio Camara est mort, d'accord. Il devient en même temps un symbole. Ce symbole signifie quelque chose pour nous. Et ça fait effet, ça parle plus fort en nous. Donc, en réalité, la conscience, qui est une réalité immatérielle, c'est elle qui est concernée automatiquement lorsque vous agissez les uns envers les autres. Donc, au niveau africain, l'Africain n'a plus vraiment conscience de son identité fondamentale parce qu'il n'y a pas une école où on lui rappelle ce que c'est que son identité fondamentale, quelle est l'architecture de son identité fondamentale, comment est-ce qu'il doit exécuter son éducation, sa politique, puisque là encore, on nous donne une démocratie, on nous vend une démocratie, on veut que ce soit une démocratie à l'occidentale, mais il faut que ce soit une démocratie qui passe quand même par notre identité fondamentale. Il faut qu'on l'exprime selon nous et non pas selon eux. Jusque-là, on l'exprime selon eux. Et c'est ce que Ibrahim Traoré dit. Il dit non, la démocratie à l'occidentale, on n'en veut plus. Et c'est normal. La démocratie, c'est un concept, mais on peut l'exprimer à partir de notre identité fondamentale. Il en est de même de l'économie, il en est de même de la société. Il en est de même de la science. Parce qu'il n'y a pas de... Vous savez, si vous prenez la Chine aujourd'hui, la Chine se développe parce que la Chine a pris conscience de son identité fondamentale. Quand Xi Jinping parle, il faut, au-delà des mots, analyser la structure fondamentale de sa pensée. La Chine parle toujours en disant, en cherchant l'équilibre. Donald Trump est parti voir Xi Jinping. Xi Jinping n'a parlé que de stabilité. Vous voyez, le Chinois, dans sa philosophie de yin et de yang, le Chinois est un équilibriste. Il cherche toujours constamment l'équilibre. C'est sa logique, c'est sa façon de faire. L'occidental a sa structure de pensée. L'Africain doit chercher sa pierre angulaire, sa structure de pensée et fonctionner à partir de cette structure de pensée. Mais c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Et donc, tant qu'on ne s'exprime pas à partir de la structure de notre identité fondamentale, eh bien, on n'aura pas de science à nous, on n'aura pas d'économie à nous, on n'aura pas de, disons, de politique à nous, on n'aura rien de nous. Or, l'identité fondamentale peut nous donner tout ça. C'est elle qui se décline en sciences, en technologie. Aujourd'hui, beaucoup de pays se développent à partir de leurs propres ressources endogènes. Et cela, c'est possible parce que tant que vous arrivez à vous concentrer sur vous, sur votre endogénéité, sur ce que vous avez, vous aurez de la créativité. Et la créativité, c'est parce que votre identité intrinsèque contient la capacité que Dieu nous a donnée pour pouvoir nous en sortir tout seul. Parce que quand les choses vont mal, tout le monde va où? À son identité. Vous voyez, quand ça va mal, on revient toujours chez soi, à son identité fondamentale. Maintenant, pour finir, je vais dire une chose. Il y a une dimension spirituelle à l'identité fondamentale que les gens ne comprennent pas. L'identité fondamentale dans le paradigme africain n'est pas un concept, c'est une entité vivante. C'est pourquoi en Égypte antique, on disait « Horus a toujours vaincu Seth ». Pour obtenir l'identité d'un peuple, il faut la victoire de l'esprit de ce peuple sur les forces du chaos. C'est ça ce qu'on appelle identité fondamentale. Ce qui veut dire qu'au niveau africain, nous avons déjà une dimension, un esprit à nous qui a vaincu le chaos. C'est pourquoi nous existons en tant que peuple. Renoncer à notre identité, c'est renoncer à cet esprit identitaire, cet esprit supérieur,
Et donc, aller vers Saint Paul, Saint Pierre, Saint Matthieu et toutes les clowneries religieuses et les prendre comme des paradigmes supérieurs à notre esprit supérieur et à notre identité, c'est ce qu'on appelle l'aliénation spirituelle. Et tant qu'il y aura cette aliénation spirituelle à travers les religions, il y aura le terrorisme, il y aura le mépris. Aujourd'hui, par exemple en Israël, vous allez voir des Noirs, ils se disent juifs, mais ils sont méprisés par les juifs qui se disent juifs d'origine. C'est la même chose dans l'islam. Vous avez beau être musulman noir, si vous faites face à un arabe, vous ne valez rien du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, les autres se reposent sur leur identité fondamentale pour exprimer de droit leur nature. Mais nous, sur quoi nous nous reposons? Donc nous devons enseigner à nos enfants ce que constitue notre identité fondamentale et la structuration de cette identité et comment l'exercer au quotidien. Comme ça, quand on verra un blanc, d'accord, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, nos ancêtres les appelaient Ayez-vous, pas Yovo, Ayez-vous. C'est des gens dont l'esprit n'est pas stable. Ils ont toujours double langue. Ce n'est pas double standard, ils ont double langue. Ils ont une langue fourchue. Ça ne changera pas. Donc, à partir du moment où nous aurons connu notre identité et nous commencerons à exercer cette identité, en face d'eux, ils seront forcés de respecter notre identité. Donc, le sacré, la dignité, passe d'abord par le fait de reconnaître son identité fondamentale. Alors, et ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner aujourd'hui. Alors, je voudrais faire une déduction de votre explication. Le chaos africain, on peut l'expliquer par la perte de l'identité fondamentale. Hein. Bon, elle ne se perd pas, mais elle peut être ignorée, elle peut être méconnue, elle peut ne pas être exécutée. Parce qu'il faut se demander, en agissant comme ceci, est-ce que j'agis à partir de ce que je suis ou à partir de ce que l'autre m'a dit que je suis? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de jeunes filles qui agissent autre que selon leur identité fondamentale. Il y en a qui se débigmentent. Ils en sont arrivés là comment? Nos chefs d'État en sont arrivés là comment? Les esclaves de salon en sont arrivés là comment? Je pense que la perte est d'abord spirituelle et identitaire. Ouais, on va revenir sur ces éléments que je trouve très importants dans la seconde partie. On va conclure la première avec Sokoyou Kegewe. En 2 minutes, le président français a fermement qualifié la Russie de pays colonisateur en Afrique, pointant du doigt les récits de désinformation, de prédation économique. Cette stratégie d'attaque frontale est-elle audible en Afrique alors que la France elle-même peine à se défaire de son propre passif colonial? Non, il n'y a pas d'attaque frontale. Macron ne peut pas s'empêcher de faire de la publicité à Poutine. C'est plus fort que lui. Il aurait aimé vraiment ne pas en parler, mais c'est plus fort. Il faut qu'il fasse la publicité à Poutine. Il faut qu'il donne l'occasion à Lavrov de lui dire que les Français sont ceux qui savent ce qu'on appelle colonisation. S'il n'avait pas dit des âneries comme ça, les Russes ne s'occupent pas de lui. Nairobi, les Russes s'en foutent. Tu prends nos 3 braves présidents du Sahel, eux ils ne savaient même pas qu'il y avait une réunion même de quoi Nairobi, ils s'en foutaient. Mais c'était les gens les plus présents dans les manifestations, dans la rue. Macron ne peut pas ne pas faire publicité à Poutine. Pour ça, vraiment, je le remercie. Il a toujours fait de la publicité à Poutine. Donc nous, on n'a même plus besoin de parler, qu'on nous accuse de pro-Poutine. Le plus grand pro-Poutine que j'ai connu aujourd'hui dans le monde en termes de communication, c'est Macron. À chaque fois, il accuse Poutine de ce qui est faux parce que Macron se dit ceux à qui il parle ne réfléchissent pas et ce que lui dit, les gens vont croire. Non, au contraire. On verra ce que les téléspectateurs pensent de tout ce que vous avez dit puisqu'ils auront la possibilité de contribuer à la richesse de ce forum. Dans la seconde partie, on verra tout ça. Mais tout de suite, on marque une pause pour des impératifs commerciaux, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite.